Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Le tramway est à l'arrêt. Réponse A, je klaxonne. Réponse B, je passe avec prudence. Réponse C, je m'arrête. Alors, le tramway a beau être à l'arrêt, on a à droite donc le feu rouge. Donc effectivement, ici, il ne sert à rien de klaxonner. On ne peut passer avec prudence parce qu'on a un feu rouge. Donc ici, je m'arrête. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 2. Dans ce contexte, je peux prendre la prochaine sortie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois ici, juste là, c'est ce qu'on appelle une ligne de dissuasion. Et comme son nom l'indique, cette ligne de dissuasion t'empêche deux choses. Enfin, te dissuade à deux choses. Elle te dissuade de dépasser un véhicule et elle te dissuade également de prendre une sortie. Alors, là tu vas me dire, bah oui, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis une ligne blanche ? Ils pourraient mettre une ligne blanche, comme ça on saurait directement qu'il est impossible de franchir cette ligne. Oui, mais il y a des exceptions. On peut franchir cette ligne à deux exceptions. La première, c'est de dépasser un véhicule lent. La deuxième, c'est de se rabattre après avoir dépassé un véhicule lent. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 3. Le van blanc risque de dépasser le cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu le vois, en face de nous, on a un van blanc qui a sur sa droite un cycliste. Donc, il y a de grandes chances pour que ce van veuille dépasser ce cycliste. Donc, ce que je fais, c'est que je ralentis au cas où il viendrait chevaucher la ligne sur ma voie. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 4. Je tourne à droite comme le véhicule en face. Je passe avant le véhicule en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on se retrouve sur une intersection dans laquelle, en fait, il n'y a pas de signalisation qui vient gérer les régimes de priorité. Donc, s'il n'y a pas de signalisation, c'est-à-dire pas de marquage au sol, ni de signalisation verticale, c'est-à-dire des panneaux ou des feux qui régissent la priorité, alors on est sous le régime de la priorité à droite. Donc ici, on se situe à droite par rapport au véhicule qu'il y a en face. C'est donc moi qui ai la priorité. Donc ici, je tourne à droite avant le véhicule en face. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 5. Adopter une éco-conduite, c'est réponse A, rouler plus vite.
Réponse B, préparer son itinéraire. Réponse C, limiter la climatisation. Réponse D, alléger le véhicule. Alors encore une fois, c'est vraiment une question de cours basique qu'on a vu plusieurs fois et dans les vidéos YouTube, surtout dans la formation. Donc, l'éco-conduite, c'est une question récurrente, hein. Vous avez en général 2 à 3 questions sur l'éco-conduite dans les tests officiels, comme celui-ci. Donc je vous incite fortement à vous former, même autre part, mais formez-vous. On a mis en place la plateforme en ligne, allez-y. Il y en a pour tous les budgets. Vous pouvez vous former à partir de 9,90 €. Donc c'est vraiment... tout le monde peut se former. Donc ici, je vous montre donc un des documents qu'il y a dans la formation sur qu'est-ce que c'est que l'éco-conduite. En tout cas, quels sont les dispositifs à mettre en place pour avoir une éco-conduite. Donc il y en a 10. Hein, il y a 10 dispositifs à mettre en place. Notamment, donc préparer son itinéraire, limiter la climatisation, alléger le véhicule. Par contre, rouler plus vite, non. Ça, c'est le contraire d'une éco-conduite. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B, C et D. Question numéro 6. Dans cette situation, j'ai la priorité sur le véhicule blanc à ma droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors ici, on est dans une intersection sans marquage au sol et sans signalisation verticale. Cela signifie que la règle de priorité qui sied est la règle de la priorité à droite. Donc je laisse passer le véhicule blanc, puis je passe. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 7. La consommation d'alcool entraîne. Réponse A, une augmentation du champ visuel. Réponse B, une diminution de l'acuité visuelle. Réponse C, une vision floue. Alors, la consommation d'alcool, mais également de psychotropes, hein, mais là on va parler de la consommation d'alcool, va avoir plusieurs effets sur la vision. Alors, ça va avoir quoi comme effet sur la vision? Déjà sur le champ visuel. Ça va diminuer le champ visuel. Autre chose, ça va diminuer l'acuité visuelle. Alors attention, on n'a pas le temps, j'aurai pas le temps ici de vous apprendre ce que c'est qu'un champ visuel et une acuité visuelle, mais sachez que vous devez le savoir avant de passer votre code. Ce sont des notions très importantes, donc pour ceux qui ne savent pas, rendez-vous dans l'information. Et également, qu'est-ce que ça va entraîner la consommation d'alcool? Ça va entraîner ce qu'on appelle une diplopie, c'est-à-dire que vous allez voir flou. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 8. Le système Isofix est la seule manière de sécuriser un siège enfant. Oui, réponse A, non, réponse B. Les sièges enfants sont conçus pour tous les enfants. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, concernant la réglementation des sièges enfants, sachez qu'il y a
deux manières de sécuriser un enfant. Tout d'abord, avec la ceinture de sécurité. L'autre manière, c'est le système Isofix. Alors, ensuite la question, les sièges enfants sont conçus pour tous les enfants. Alors, il faut bien savoir qu'il y a une réglementation, une homologation pour les sièges enfants. Alors, aujourd'hui, on a deux homologations. La R44 et la R129. La R44, c'est l'ancienne homologation. Elle va classifier les sièges selon l'âge et le poids des enfants. Ensuite, vous avez la nouvelle réglementation, la R129, qui, elle, va classifier les sièges selon la taille des enfants. Voilà. Donc, à la question, les sièges enfants sont conçus pour tous les enfants? Ben non. La réponse est non. Ça dépend de leur taille, de leur poids ou de leur âge. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 9. Dans cette situation, réponse A, je change de voie immédiatement. Réponse B, je freine brusquement. Réponse C, je me prépare à changer de voie. Alors ici, comme tu le vois, au loin, on a un véhicule d'intérêt général qui nous oblige, il y a un panneau d'obligation, à prendre la voie de gauche. Cependant, comme tu peux le voir, il y a des véhicules sur ma gauche et surtout, il y a un véhicule qui est en train de me doubler, comme on peut le voir dans le rétroviseur gauche. Donc surtout, je ne freine pas brusquement, cela n'a aucune utilité. Je ne change pas de voie immédiatement. Je me prépare à changer de voie. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 10. Si je tourne à droite à la prochaine intersection, la vitesse maximale autorisée ne sera plus de 30 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, comme tu le vois, on a un panneau de zone. Je pense que tu sais ce que c'est. À l'intérieur de ce panneau de zone, on a un panneau d'interdiction qui indique que la vitesse maximale autorisée est de 30 km/h. Mais pour répondre à la question, il faut connaître la différence entre un panneau de zone et ici, par exemple, le simple panneau d'interdiction 30. Est-ce que tu sais quelle est la différence? Eh bien, cette différence, c'est ce qu'on appelle l'étendue de prescription. Ces deux signalisations ont deux étendues de prescription différentes. Alors, c'est quoi une prescription? Une prescription, c'est la règle. Par exemple, si tu prends un panneau 30, c'est-à-dire un panneau d'interdiction 30, la prescription ou la règle, c'est que tu ne peux pas dépasser la vitesse maximale de 30 km/h. Donc la règle, c'est ce qu'on appelle la prescription. Et une étendue de prescription, c'est où cette règle commence et où cette règle se termine. Alors, prenons le cas d'une étendue de prescription pour un panneau d'interdiction. Peu importe le panneau d'interdiction, l'étendue de prescription d'un panneau d'interdiction, c'est quoi? Ça commence au niveau de l'implantation du panneau et la prescription se finit à la prochaine intersection. Ça, c'est l'étendue de prescription pour un panneau d'interdiction. Quelle est l'étendue de prescription d'un panneau de zone?
Eh bien, la prescription d'un panneau de zone commence à l'implantation du panneau de zone et se finit à l'implantation du panneau de fin de zone. Et là, tu me diras, bah oui, mais si je tourne à droite à la prochaine intersection, peut-être qu'il y aura un panneau de fin de zone quand je vais tourner à droite. Eh ben non, parce que si la prescription s'arrêtait à la prochaine intersection à droite, ben, ce qu'il y aurait ici, ce serait pas un panneau de zone, ce sera tout simplement un panneau d'interdiction, parce que l'étendue d'un panneau d'interdiction, eh ben elle s'arrête à la prochaine intersection. Donc, si je tourne à droite à la prochaine intersection, on sera toujours dans un panneau de zone, et donc la vitesse maximale autorisée sera toujours de 30 km/h. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 11. Je vérifie le bouclage de la ceinture des passagers. Réponse A, majeur. Réponse B, mineur. En cas de non-port, je suis responsable s'ils sont. Réponse C, majeur. Réponse D, mineur. Peu importe que les passagers soient mineurs ou majeurs, en tant que conducteur, vous devez vérifier si tous les passagers ont bien bouclé leur ceinture. En cas de non-port, vous êtes responsable seulement s'ils sont mineurs. Les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et D. Question numéro 12. Je peux faire un appel de phare. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ici, on roule sur de nuit, et devant nous, on a un virage avec très peu de visibilité. Donc, il sera très pertinent de faire un appel de phare afin de prévenir les véhicules qui viennent en sens inverse de ta présence. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 13. Cette personne se retrouve inconsciente après un accident de la route. Pour la secourir, je dois. Réponse A. La déplacer sur le trottoir pour la protéger. Réponse B. La mettre en position latérale de sécurité. Réponse C. Vérifier un signe d'hémorragie. Alors, comment secourir une personne victime d'un accident de la route et qui se retrouve inconsciente? Alors, tout d'abord, tu dois vérifier qu'il n'y a pas d'hémorragie. Donc, une hémorragie, c'est du sang qui coule de son corps. Dans un deuxième temps, tu dois la mettre en position latérale de sécurité. Et dans un troisième temps, tu dois la couvrir, car toute personne victime d'un accident se met automatiquement en hypothermie, c'est-à-dire que son corps se refroidit. Alors, surtout, ici, il ne faut pas déplacer cette personne, car elle est inconsciente. Comme tu le sais, là, ici, on a seulement parlé du cas de secourir une personne inconsciente. Secourir une personne consciente, ce sera une autre procédure. Pour ça, je t'encourage à aller dans la formation. De plus, déplacer une personne sur un trottoir ne fait pas partie du secours, mais de la protection. N'oublie pas
qu'il y a une procédure à suivre lorsque une personne est victime d'un accident corporel avec dommages corporels sur la route. Hein. Cette procédure, c'est le pas. Hein. Ici, on n'est pas sur la protection, on est sur le secours. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord ? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 14. Sur le trottoir de droite, je peux stationner ? Oui, réponse A. Non, réponse B. M'arrêter ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, attention, le trottoir, c'est réservé aux piétons. Ce n'est pas réservé aux voitures. Il est strictement interdit pour les voitures d'aller sur le trottoir. Donc, interdit de stationner et interdit de s'arrêter. Les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 15. La zone d'incertitude des enfants est la même que celle des adultes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors tout d'abord, on va juste définir ce que c'est qu'une zone d'incertitude. Une zone d'incertitude, c'est totalement une zone dans laquelle est définie la probabilité de présence d'un usager. Donc, selon les usagers, la zone d'incertitude sera différente. Par exemple, vous voyez un chien en numéro 4. Vous voyez qu'un chien, il aura une probabilité de présence très grande. Vous voyez, c'est un grand cercle. Alors qu'un individu âgé, le numéro 2, il aura une probabilité de présence très faible. Un petit ovale. Un enfant, au numéro 1, qui joue avec un ballon, il aura aussi une probabilité de présence, une zone d'incertitude très grande. Donc voilà. Bien sûr, les différents usagers auront une zone d'incertitude différente. En général, celle d'un enfant est largement plus grande que celle d'un adulte ou d'un individu âgé. La bonne réponse est donc la réponse B. Question numéro 16. Durant la période hivernale, je dois équiper mon véhicule ou posséder un dispositif antidérapant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les pneus neige ou hiver doivent être montés sur toutes les roues. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, le panneau que tu vois à droite, c'est un panneau d'entrée de zone d'obligation d'équipement en période
hivernal. Alors, là, normalement, 2 questions viennent à toi. C'est qu'est-ce que ces équipements et qu'est-ce que la période hivernale? Alors, il faut que tu saches que la période donc hivernale, elle va du 1er novembre au 31 mars. Donc ça veut dire qu'il est obligé d'équiper son véhicule de dispositifs antidérapants entre le 1er novembre et le 31 mars, seulement dans 34 départements. Alors, maintenant, qu'est-ce que sont ces équipements obligatoires? Ces équipements obligatoires sont des dispositifs antidérapants. Alors, ça nous amène pas très loin. Donc, c'est quoi des dispositifs antidérapants? Alors, il existe 2 types de dispositifs antidérapants. Vous avez les dispositifs antidérapants amovibles et vous avez les dispositifs antidérapants qu'on appelle les pneus hiver. Alors, concernant les dispositifs antidérapants amovibles, alors, vous avez tout d'abord les chaînes métalliques. Ensuite, vous avez également ce qu'on appelle les chaussettes. C'est comme des chaînes, mais en textile, en matière textile. Concernant maintenant les pneus hiver. Alors, qu'est-ce qu'on appelle par pneus hiver? Les pneus hiver, ça va être les pneus qui ont le petit symbole 3PMSF. Ça veut dire Three Peak Mountain Snowflake. Donc, pour être considérés comme pneus hiver, ces pneus doivent avoir cette appellation, donc être estampillés par ce petit logo 3PMSF. Bon à savoir, vous devez équiper vos pneus hiver sur toutes les roues de votre véhicule, qu'elles soient motrices ou non. Donc, pour répondre à la question, durant la période hivernale, je dois équiper mon véhicule ou posséder un dispositif antidérapant. La bonne réponse est la réponse A. Les pneus neige doivent être montés sur toutes les roues. La bonne réponse est la réponse C. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 17. Le permis B vous permet de conduire des véhicules de A. 9 places, B. 5 places. Alors, il faut savoir qu'avec votre permis B, vous pouvez conduire des voitures disposant de 9 places, compris le conducteur. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 18. Ce véhicule sort de sa place de parking. Réponse A, je freine brusquement. Réponse B, je place mon pied devant le frein. Réponse C, j'accélère. Alors, dans cette situation, on a devant nous donc une voiture qui souhaite sortir de sa place de parking et regarder le rétroviseur intérieur.
on a une voiture qui nous colle de très proche. Donc, si je freine brusquement, ce qui va se passer, c'est que la voiture derrière risque de me taper. Si j'accélère et que la voiture sort brusquement de son emplacement, je risque aussi, moi, de taper la voiture qui sort de son emplacement de parking. Donc ce que je fais ici, c'est que je maintiens mon allure et je place mon pied devant le frein au cas où, si la voiture sort brusquement. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 19. Je roule à 30 km/h. Réponse A, je ralentis. Réponse B, je maintiens l'allure. Alors ici, comme vous le voyez, on roule sur une rue très étroite avec à notre droite un usager vulnérable, donc un piéton. On voit ici que le trottoir est très mince. Il doit faire même pas 1 mètre de large. Alors ici, pourquoi on va devoir ralentir ? Tout simplement à cause de la notion de zone d'incertitude. Alors, regardez l'animation. Donc, je roule à 30 km/h dans cette rue étroite. Il y a donc un usager vulnérable. Et regardez, sa zone d'incertitude, celle d'une personne adulte, c'est environ 1 mètre de rayon. Donc, sa zone d'incertitude, elle se situe sur la route. Donc, il y a des chances que cet usager, je sais pas, trébuche ou je sais pas, perd l'équilibre et se retrouve sur la route lorsque je passe. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ralentir. Pour tous ceux qui entendent pour la première fois la notion de zone d'incertitude, je vous encourage fortement à aller dans la formation parce qu'on va pas avoir le temps de la développer ici. Et que ce sont des questions récurrentes à l'examen du code de la route. Pour répondre à la question, je roule à 30 km/h. La bonne réponse est la réponse A. Je ralentis. Question numéro 20. La signalisation annonce un tunnel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais devoir allumer. Réponse C. Mes feux de position. Réponse D, mes feux de croisement. Alors comme tu le vois, ici, ce panneau indique donc la présence d'un tunnel. À savoir que ce panneau inclut en fait un autre panneau à l'intérieur de celui-ci, qui est celui de l'obligation d'allumer ses feux. Mais quel feu ? Vous êtes obligé d'allumer vos feux de croisement lorsque vous rentrez dans un tunnel. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 21. La fatigue est responsable. Réponse A, de 1/3 des accidents sur autoroute. Réponse B, de 2/3 des accidents sur autoroute. La fatigue multiplie les risques d'accident par. Réponse C, 3 ou 4. Réponse D, 6 ou 7. Là, c'est vraiment une question, vous savez ou vous savez pas, quoi.
Ici, je vous mets effectivement le document que vous retrouverez dans la formation. Donc, la fatigue est responsable donc, d'un tiers des accidents sur autoroute et multiplie les risques d'accident par 3 ou 4. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 22. La quantité d'alcool dans un verre de vin est la même que dans un verre de vodka. Oui, réponse A, non, réponse B. Pour un probatoire, l'alcoolémie maximale autorisée est de réponse C, 0,2 g par litre de sang. Réponse D, 0,1 mg par litre d'air expiré. Alors, comme tu le vois sur cette image que tu retrouveras dans la formation, les verres d'alcool sont différents selon la nature de l'alcool. Tu vois bien par exemple qu'un verre de bière est beaucoup plus grand qu'un verre de vin. Un verre de bière, c'est 25 centilitres, un verre de vin, c'est 10 centilitres. Par conséquent, en fait, il y a exactement la même quantité d'alcool dans un verre de vin que dans un verre de bière. Et cette quantité est de 10 grammes d'alcool par verre. C'est ce qu'on appelle des verres standardisés. Ensuite, pour la deuxième partie de la question. Pour un probatoire, l'alcoolémie maximale autorisée est de 0,2 g par litre de sang, qui équivaut à 0,1 mg par litre d'air. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A, C et D. Question numéro 23. Je peux empiéter sur la voie du tramway pour contourner le véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, devant nous, on peut apercevoir une voiture donc grise qui est mal garée. Donc là, si je reste sur ma voie, il y a des chances pour que je percute ce véhicule. Alors, avant d'emprunter momentanément la voie du tramway, déjà je regarde si il y a un tramway sur la voie ou peut-être une voiture qui veut me dépasser. Alors, lorsqu'on regarde le rétroviseur extérieur gauche, on voit qu'il n'y a rien, ni tramway, ni voiture. Donc je peux empiéter de manière momentanée sur la voie de tramway pour pouvoir dépasser le véhicule mal garé. Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse A. Question numéro 24. Dans cette situation, réponse A, j'accélère. Réponse B, je cède le passage aux piétons. Alors, ici, il faut que tu vois deux choses. La première, c'est que le piéton est sur ta voie de circulation. De plus, on voit très bien qu'il a l'intention de traverser la rue. Donc, pour ces deux raisons, ce que tu vas faire ici, c'est que tu vas céder le passage au piéton. Effectivement, tu vas pas accélérer parce qu'il y a un danger devant toi et surtout, c'est un danger avec un usager vulnérable. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 25. Pour conduire, la boîte de vitesse doit être placée. Réponse A en N, réponse B en D.
Alors ici, tu vois, on est dans dans une voiture à boîte automatique. Alors, chaque lettre a une signification. Les lettres sont en anglais, ça il faut le savoir. Alors, le P, c'est pour parking. Ça, c'est quand tu es en stationnement. Le R, c'est pour reverse. Ça, c'est pour la marche arrière. Le N, c'est pour neutral. Ça, c'est le point mort. Le D, c'est pour drive. Ça, c'est pour conduire. Et le S, c'est pour séquentiel. Ça, c'est si ta voiture a une boîte séquentielle. Donc, ici, pour conduire, il faut placer la boîte de vitesse sur D. La bonne réponse ici est la réponse B. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, hein, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Hein, sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment, ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça, c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Question numéro 26. Conduire dans un état de fatigue augmente le risque d'accident. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors oui, comme le montre ce document que tu retrouveras dans la formation, la fatigue est par exemple responsable d'un tiers des accidents sur l'autoroute. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 27. Avec un coffre sur le toit, ma consommation augmente. Oui, réponse A. Non, réponse B. Eh bien, tout ce qui va amener à alourdir le véhicule va augmenter la consommation, tout simplement. Que ce soit des bagages ou des coffres sur le toit ou une remorque, par exemple. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 28. Cette signalisation indique une circulation à sens unique pour les véhicules motorisés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une circulation à double sens pour les cyclistes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ce panneau donc d'indication nous indique par une flèche continue que la circulation est à sens unique pour les véhicules motorisés. Quant aux cyclistes,
En fait, comme vous pouvez le voir, sur le panneau, on a un petit vélo avec une flèche dans l'autre sens. Donc, les vélos peuvent venir dans le sens inverse à la circulation des véhicules motorisés. Par contre, ils peuvent aussi venir dans le sens des véhicules motorisés. Donc, pour les cyclistes, la circulation est à double sens. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 29. Ce véhicule est à l'arrêt. Il est en infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il encourt une amende. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, comme tu le vois bien, ce véhicule, il s'est arrêté à un emplacement qui empêche le dégagement des autres automobilistes. C'est une infraction, c'est ce qu'on appelle un stationnement gênant, qui est sanctionné par une amende de 35 €. De plus, si vous ne retirez pas votre voiture à temps, vous risquez une immobilisation, donc une mise en fourrière. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 30. Mon véhicule a plus de 4 ans. Je dois effectuer le contrôle technique. Réponse A, tous les 2 ans. Réponse B, tous les 3 ans. Réponse C, tous les 4 ans. Alors là, tu vois, encore une fois, c'est une question de cours. Donc, si tu as faux à cette question, je t'encourage fortement, mais fortement, à te former. On a une plateforme pédagogique en ligne spécialement dédiée au passage du code. Et en plus, on a fait en sorte que tous les budgets puissent subvenir à cette formation. Donc, on a des formations qui commencent à 9,90 €. Donc c'est vraiment rien du tout. Donc je te conseille de te former, surtout si tu t'étais trompé à cette question, parce que c'est une question de cours basique. Voilà. Donc ici, le véhicule a plus de 4 ans, donc le contrôle technique, c'est tous les 2 ans. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 31. Le bus risque d'empiéter sur ma voie. Oui, réponse A, non. Réponse B. Alors, vous devez savoir que les bus ou les camions ont des rayons de braquage beaucoup plus grands que celui d'une voiture. Donc, lors d'un virage, ce genre de véhicule risque d'empiéter sur votre voie. Donc, ici, est-ce que le bus risque d'empiéter sur ma voie? Bah oui, on le voit bien. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 32. Je cède la priorité à droite aux véhicules venant de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici tu vas me dire, le véhicule vient de droite, je cède la priorité à droite. Je lui cède donc la priorité. Alors oui, mais le problème, regarde bien les lignes de rive. En fait, il y a toujours des lignes de rive au niveau de là où la voiture noire est. Il y a toujours des lignes de rive.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la route continue. Ça veut dire qu'il n'y a pas de croisement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ce véhicule sort d'une voie privée. Et s'il sort d'une voie privée, alors il n'y a pas de priorité à droite. C'est toi qui as la priorité. Et pas le véhicule qui sort d'une voie privée. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 33. Je roule à 80 km/h. Ma distance de freinage est de réponse A, 64 mètres. Réponse B, 24 mètres. Réponse C, 40 mètres. Réponse D, 48 mètres. Alors, si je roule à 80 km/h, ma distance de freinage est de 40 mètres. Sachez qu'il y a un calcul, je ne dis pas ça comme ça, il y a un calcul du code de la route officiel pour calculer cette distance de freinage. Alors, si vous voulez connaître cette distance de freinage, je vous invite fortement à aller dans la formation. On vous expliquera tout. Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que t'as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que t'as pas les notions essentielles. Voilà. Que t'as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, t'as été mal formé, parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Et puis, c'est bête de pas vouloir te former, parce que, par exemple, nous, on a mis en place une plateforme où tu peux te former à partir de 9,90 €. 9,90 € pour être formé correctement. En plus, si tu choisis de prendre la formule Mon code en 10 jours pour avoir ton code plus rapidement, t'es remboursé à 100% si tu échoues à ton examen. Juste en montrant ta preuve d'échec. Voilà. Donc, écoutez, moi je vous conseille vivement de vous former, sachant que vous savez, ça coûte pas cher. Et en plus, si vous n'êtes pas prêt à mettre 9 € ou 40 € pour vous former correctement au code de la route, sachez que juste après, c'est le permis de conduire, c'est la conduite. C'est-à-dire que le permis de conduire coûte en moyenne 2000 € à peu près. C'est 37 heures en moyenne d'heures de conduite pour obtenir son permis en France. À peu près 2000 €, un peu moins. C'est 1800 €. Donc, si t'as pas 40 € ou 10 € pour te former au code de la route, ça va être compliqué de passer ta conduite et donc ton permis de conduire. Parce que là, ce sera 2000 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 34. L'ambulance privée derrière moi a activé son gyrophare. Réponse A. Je laisse le feu pour le laisser passer. Réponse B. Je m'arrête au feu. Alors là, on fait très attention. Les ambulances sont des véhicules d'intérêt général bénéficiant d'une facilité de passage. Ce qui n'a rien à voir avec un véhicule d'intérêt général prioritaire. Ce sont deux types de véhicules différents. Les véhicules d'intérêt général qui bénéficient d'une facilité de passage n'ont pas la priorité aux intersections. Dans ce cas, je m'arrête au feu. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 35. Au volant, l'alcoolémie maximale autorisée est pour un permis hors probatoire. Réponse A, 0,5 g par litre de sang. Réponse B, 0,25 mg par litre d'air expiré. Pour un permis probatoire. Réponse C, 0,15 mg par litre d'air expiré. Réponse D, 0,2 g par litre de sang.
Alors, comme tu peux le voir dans le document que tu retrouveras dans la formation, l'alcoolémie maximale autorisée pour un permis probatoire est de 0,2 g par litre de sang, soit 0,1 mg par litre d'air expiré. Alors que pour un permis hors probatoire, l'alcoolémie maximale autorisée est de 0,5 g par litre de sang, soit 0,25 mg par litre d'air expiré. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et D. Question numéro 36. Ce panneau indique une interdiction de stationnement du côté pair. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau indique une interdiction de stationner du 1er au 15 du mois. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 37. Je désactive l'airbag passager. Réponse A, si le passager me le demande. Réponse B, si le passager est un enfant avec un siège à dossier. Réponse C, si le passager est un enfant avec un siège à coque. Alors, concernant l'airbag, il faut savoir que l'activation de l'airbag est obligatoire, de manière réglementaire. Donc si un de vos passagers vous demande de le désactiver, ben vous refusez, bien sûr. Alors, si le passager est un enfant avec un siège à dossier, ben, si il a un siège à dossier, donc à l'avant, eh ben, il faut activer l'airbag passager. Le seul cas où vous devez désactiver l'airbag passager, c'est lorsque vous installez un enfant à l'avant avec un siège à coque. Ce siège devrait être placé cette fois-ci dos à la route avec l'airbag désactivé. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 38. Hors probatoire, je suis en infraction si l'éthylotest dépasse le repère et devient réponse A, jaune. Réponse B, vert. Réponse C, bleu. Réponse D, rouge. Alors, sur un éthylotest, donc, il y a un tube rempli de cristaux qui vont changer de couleur si vous avez bu de l'alcool ou non. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'éthylotest est constitué d'un repère. Ce repère, c'est un trait qui est au milieu et qui correspond à une alcoolémie de 0,5 g par litre de sang. Donc, si les cristaux deviennent verts et dépassent le repère, c'est que votre alcoolémie est supérieure à 0,5 g par litre de sang. Si les cristaux deviennent verts mais qui sont en dessous du repère, c'est que votre alcoolémie est inférieure à 0,5 g par litre de sang. Cependant, vous savez bien que pour un probatoire, la limite contraventionnelle est de 0,2 g par litre de sang. Donc si vous êtes en probatoire et que les cristaux deviennent verts, même s'ils sont en dessous du trait de repère, alors vous êtes en infraction également. Donc ici, hors probatoire, je suis en infraction si l'éthylotest dépasse le repère et devient vert. La bonne question ici est la réponse B. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu foi à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ?
Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Les aires d'autoroute sont situées tous les... Réponse A, 20 km. Réponse B, 30 km. Réponse C, 40 km. Réponse D, 10 km. Alors, il faut savoir que les aires d'autoroute sont situées tous les 20 km. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 40. Je peux conduire dans tous les pays de l'Union européenne avec, réponse A, mon permis probatoire, réponse B, ma déclaration de perte du permis de conduire. Alors sachez qu'il est interdit de circuler en Union européenne seulement avec votre déclaration de perte du permis de conduire. Par contre, vous pouvez rouler avec votre permis probatoire. Donc ici la bonne réponse
est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.